BFM Business. Paris est à vous. Aurélie Blonde, Karine Vergnol. Et merci d'être avec nous. Paris est à vous. Continue. Quel avenir pour le commerce de proximité à Paris en Ile-de-France? On le croyait condamné face à la concurrence des hypermarchés et du commerce en ligne. Et pourtant, il est bel et bien là. Il résiste. Il connaîtrait même depuis quelques années une deuxième vie. On en parle avec nos invités. Philippe Duclou, bonjour. Bonjour. Président de la CMAS, vous venez de signer avec la mairie de Paris et la Caisse des dépôts un nouveau partenariat pour tenter donc de préserver ces commerces de proximité. Vous nous en parlerez. Rémi Ferraud, bonjour. Bonjour. Maire socialiste du 10e arrondissement. Avec nous également Jacques Marceau, cofondateur du manifeste du commerce de la proximité. Bonjour. Et Rodolphe Bonas, grand expert de la distribution, directeur général de CACOM. Bonjour. Merci à tous les quatre d'être là. On va peut-être commencer par un état des lieux. Rodolphe Bonas, j'ai envie de commencer avec vous. Je le disais en introduction, finalement, le commerce de proximité, il se porte pas si mal. Ben oui, pas si mal que ça. C'est vrai que à partir des années 2008, on a commencé à voir un petit peu s'infléchir la courbe, en tous les cas se tendre un petit peu le commerce, on va dire, dans des formats un peu plus grands. Et les commerces dits de proximité ont trouvé une seconde vie. Alors, c'est lié essentiellement au fait que les consommateurs, il faut le savoir, ont de moins en moins de temps. Et donc, du coup, finalement, la proximité répond assez bien à ce gain de temps que le consommateur cherche à avoir, puisque en bas de chez soi, tout peut être là. Et puis, le deuxième point qui est quand même aussi intéressant, c'est que c'est vrai que la crispation autour de l'énergie, et en particulier du coût de l'essence, amène quand même les consommateurs à se rendre compte que parfois se rendre dans des grandes zones commerciales, c'est aussi un investissement en argent. Résultat des courses, on a trouvé un second élan dans la proximité, ce qui est finalement assez bien, parce qu'on trouve aussi dans les commerces de proximité beaucoup d'innovation. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Un troisième point, c'est notamment l'essor des supérettes, les grandes enseignes qui ont commencé à s'intéresser à ce créneau de la proximité. Jacques Marceau. Oui, tout à fait. On voit réinvestir les centres-villes par des enseignes qui les avaient désertés depuis quelques années, pour des raisons d'ailleurs réglementaires et législatives. Il y a un cadre réglementaire qui les empêchait d'être en ville, en centre-ville, et on les voit réinvestir les centres-villes. Alors là, il y a différentes options, différentes religions, ça fera peut-être l'objet de débat. Nous, au manifeste des commerces et services de proximité, on considère qu'à partir du moment où on crée du trafic et on revitalise l'économie de proximité d'une zone, d'un quartier, d'un village aussi, parce qu'on ne s'intéresse pas uniquement au centre-ville, eh bien on aura gagné quelque chose, c'est de faire rester les consommateurs sur place et qu'ils puissent, comme le disait tout à l'heure monsieur, retrouver ce qu'ils ont besoin pour leur quotidien à proximité de chez eux. Rémi Ferraud, les choses ont beaucoup changé dans le 10e. Le commerce de proximité, en effet, s'y porte bien. Et oui, il y a un véritable développement du commerce, mais c'est toujours un équilibre qui est fragile. Et je partage votre avis. Quelques supérettes font vivre une vie commerciale tout autour. Mais il faut veiller à ce qu'elles ne soient pas trop nombreuses, et l'équilibre est toujours fragile. Et puis qu'il n'y ait pas monopole, il faut que la concurrence vive. Mais les phénomènes, en effet, comme la non-possession de voitures par la majorité des Parisiens, notamment en centre-ville, favorisent le commerce de proximité, leur pouvoir d'achat, leur volonté de consommer, de bien consommer. Donc oui, nous voyons tous ces phénomènes qui sont favorables au commerce de proximité. Et puis il y a des fragilités, la spéculation, le risque de monoactivité. Et c'est pour cela que l'intervention publique de la CMAS notamment est très utile. Alors justement, Philippe Duclou, vous travaillez main dans la main avec la ville de Paris depuis plusieurs années dans le cadre d'un programme Vital Quartier. Vous venez de franchir une étape supplémentaire. Vous allez nous expliquer. Votre mission, c'est essayer de réduire la monoactivité de certains quartiers, de lutter contre ça. Tout à fait, c'était la mission originale de notre société, c'était effectivement de lutter contre toutes les formes de monoactivité, notamment dans le 11e arrondissement, dans le 10e, ça a été rappelé par Rémi Ferraud, dans le 3e arrondissement. C'est pour ça que la CMAS s'est vu confier cette mission de Vital Quartier 1 et ensuite de Vital Quartier 2 pour justement diversifier le commerce de proximité. Alors, ça s'est pas fait facilement, parce que c'est vrai que, comme le disait un des intervenants, voilà, il faut du temps pour permettre justement cette diversification. Et c'est pour cette raison que nous avons signé le 3 avril dernier la création de cette foncière, en lien avec la ville de Paris et la Caisse des dépôts et de consignation, pour justement pérenniser cette action. Parce qu'aujourd'hui, nous avons permis la création de 650 emplois, 75 000 mètres carrés,
650 locaux, 75 000 mètres carrés, et on a créé quand même indirectement 500 emplois à travers la création de ces locaux commerciaux. Et donc il faut pérenniser. Et donc la création de cette foncière, c'est justement pouvoir dans l'avenir continuer à pouvoir faire en sorte que ces locaux qui avaient pour but, je dirais, final d'être rachetés par les locataires, de pouvoir être mis sur le circuit en lien avec la CDC. Donc c'est très important parce que, juste un petit mot pour dire que les quartiers changent. Ça a été rappelé par M. Bonas, ça évolue, ça change. Et je pense que nous avons contribué, moi j'habite le 11e arrondissement, pas loin du square Maurice Gardette, on avait remis un certain nombre de commerces et à la suite de l'installation de ces commerces, eh bien d'autres commerces se sont installés et voilà, donc ça change et on contribue à améliorer la vie de nos quartiers parisiens. Mais justement, de quel commerce de proximité, finalement je vous pose un petit peu la question à tous, de quel commerce de proximité parle-t-on? On a souvent parlé des commerces de bouche notamment qui disparaissaient. Est-ce que ça marche uniquement pour cela? Est-ce que dans d'autres secteurs ça va être compliqué de les faire revenir ou de les installer? Je ne sais pas, peut-être Rémi Ferraud? Dans le 10e arrondissement et avec la CMAS, ce sont à la fois des commerces de bouche, des commerces culturels, je pense notamment aux librairies, et des commerces en lien avec une activité artisanale qui se sont installés. Donc ce sont ces trois sortes de commerce, trois formes de commerce. C'est vrai qu'il peut parfois être difficile de trouver des artisans, bouchers par exemple ou poissonniers, mais nous y arrivons et sans ce volontarisme, la désertification commerciale ou la monoactivité serait bien plus forte. Donc voilà peut-être trois axes sur lesquels on a travaillé, sur lesquels nous allons continuer à travailler, parce qu'en effet c'est dans le temps que l'action est efficace sur un quartier. Alors c'est vrai que en effet ce qui est très intéressant de voir, c'est que en effet commerce appelle commerce, hein. C'est-à-dire que vous savez très bien que quand vous installez une zone commerciale ou un commerçant, typiquement un boucher, très vite vous allez voir apparaître une boulangerie et puis ensuite après peut-être un commerce alimentaire ou autre. Donc ce qui est, je crois qui est important, c'est que ici l'ensemble des acteurs du commerce ont un rôle à jouer. Alors souvent moi je vois les grandes enseignes sont souvent un peu diabolisées dans ce débat, mais on oublie aussi qu'elles ont la capacité parfois de venir investir une zone qui est totalement déserte et prendre le risque un peu commercial. Il ne faut pas oublier... D'être les premiers. Exactement, de venir après tout d'un coup subitement installer une enseigne et permettre, je sais pas, à 300, 400, 600 clients subitement d'avoir un accès direct à ces éléments de commerce. Et subitement, on voit apparaître un commerce en appelant un autre. Dans la restauration, c'est très 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 fréquent, hein. C'est-à-dire que quand vous voyez s'installer 1, 2, 3, 4 restaurants, subitement, paf, vous avez tous les concepts de restauration qui viennent s'installer. Donc je crois qu'il faut pas trop stigmatiser les choses et surtout se dire que chaque apparition d'un commerce, c'est finalement peut-être le début de quelque chose. Jacques Marceau, est-ce que, selon vous, il y a eu quand même une prise de conscience généralisée ces dernières années, notamment des politiques, sur l'importance de ce commerce de proximité pour la vie économique et sociale? Écoutez, par les grands cours, un sujet de consensus, c'est sympa. Et la proximité en est un vrai sujet de consensus. Et la prise de conscience, en effet, de la nécessité et du confort qu'appelle la proximité, mais avec tous les impacts que ça a, des impacts positifs. Pas uniquement économiques, sociétaux, la création de liens sociaux, le voisinage, enfin, la sécurité. Enfin, il y a énormément de champs où la proximité représente un nombre d'atouts considérables et il y a une vraie prise de conscience et qui est d'autant plus importante qu'il y a peu de domaines où l'action du politique et deux élus sont en face de moi, l'action du politique est immédiatement sanctionnée, en bien ou en mal, mais en tout cas en matière d'urbanisme commercial notamment, toutes les décisions qui sont prises par des politiques ont un impact considérable sur le développement de l'économie de proximité. C'est pas d'hier, la loi de 73 à la Royer a eu un impact considérable, elle a marqué durablement le paysage du commerce en France, mais avant, sous Napoléon III, les passages couverts, la réglementation qui obligeait d'avoir certains types de boutiques au premier étage, il y avait des boutiques qui avaient plus de place en bas, il y en avait au premier étage. C'était des décisions politiques, hein, et d'ailleurs le Paris haussmannien en fait partie. Mais Jacques Marceau, ces commerces de proximité, parfois on les accuse un petit peu d'avoir des prix plus élevés, justement parce que ce sont des petites boutiques. Est-ce que ce n'est pas réservé, vous parliez du 3e, du 11e, du 10e, aux arrondissements, aux quartiers qui ont un petit peu d'argent, Philippe Duclou? Non, parce qu'aujourd'hui sur Paris, la mission a été lancée en 2004, on est en 2013,
on intervient sur 15 arrondissements parisiens. Donc évidemment, c'est une mission parisienne. Mais sachez qu'on a énormément de contacts avec des villes de banlieue, avec des villes de province, y compris avec des pays étrangers, pour mettre en avant notre savoir-faire, parce que c'est vrai que je pense que ce qu'on a réussi à faire à Paris, c'est justement de diversifier ces zones d'habitation pour le vivre ensemble. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Monsieur Marceau. C'est important, lorsqu'il y a des commerces, de recréer ce lien entre les habitants, et c'est aussi une double mission, parce que c'est une mission de développement économique, c'est une mission sociale, c'est une mission également, je dirais, d'urbanisme, parce qu'on fait évoluer l'urbanisation à travers l'installation de commerce. Et puis c'est aussi, je voudrais le rappeler, cette mission a été quand même à l'initiative du maire de Paris, Bertrand Delanoë à l'époque, qui avait su justement prendre cette décision et confier à la CMS cette mission, qui n'était pas la mission initiale de la CMS, puisque nous sommes une SEM d'aménagement. Et au début, c'est vrai que ça a été difficile, la mise en place. Et nous sommes maintenant reconnus sur cette mission. Et juste un petit mot pour dire qu'effectivement, la volonté des politiques est importante et que je pense qu'il faut aller plus loin. Et je pense qu'il faudrait essayer de légiférer pour justement permettre à la fois un élargissement de ce type de mission et justement la pérennisation de ce maintien du commerce de proximité dans notre pays. Rebondir simplement sur l'aspect économique. Il ne faut pas oublier que opérer des commerces de proximité, c'est quand même une complexité un peu plus grande qu'opérer des grands ensembles. Donc c'est pas non plus illogique qu'on trouve souvent des prix parfois un petit peu décalés. Puisqu'en effet, quand vous avez un magasin qui fait 600 ou 700 mètres carrés, vous allez peut-être être obligé de livrer une fois ou deux fois même par jour, alors que quand vous avez un grand ensemble... Mais du coup, est-ce que ce n'est pas réservé à une certaine population? Alors, le consommateur fait le choix de ça, c'est-à-dire qu'il arbitre. On sait très très bien qu'aujourd'hui, les consommateurs sont devenus quasiment des scientifiques de leur panier. Donc, résultat des courses, ils ont des logiques d'arbitrage. Alors, n'oublions pas aussi un deuxième point, c'est que toutes ces enseignes de proximité et même des grands groupes et même surtout, on quand même souhaite toujours mettre en œuvre toujours des prix, marques nationales, marques distributeurs, et on trouve des commerces de proximité qui ont des premiers prix. Donc, résultat des courses, oui, vous allez trouver un décalage par rapport à un grand hypermarché, par exemple, puisqu'en effet, vous avez des problèmes logistiques et des coûts, en particulier le foncier, qui sont plus importants. Mais en revanche, vous pouvez quand même trouver une équation économique intéressante. Est-ce que finalement la crise, elle n'a pas profité aux commerces de proximité ?